Elle sentit ses doigts se refermer sur ses cheveux, avant même de voir son visage. L'attraction fut si violente que son corps bascula de sa chaise. Les tables se renversèrent, des tasses de café se brisèrent sur le sol, et tandis que Sébastien la tirait vers la porte du bistrot, hurlant qu'elle était à lui, qu'elle serait toujours à lui, qu'elle ne pourrait jamais s'échapper. Personne ne bougea, personne ne dit rien. 20 personnes qui assistaient à la scène, 20 personnes silencieuses. Mais quelqu'un observait, à la table du coin, où la lumière peinait à atteindre. Un homme en costume sombre tenait une tasse de café qui avait déjà refroidi. Ses yeux ne clignaient pas. Son expression ne changeait pas, mais quelque chose à l'intérieur de lui venait de s'éveiller, quelque chose d'ancien, quelque chose de dangereux, quelque chose dont Sébastien ignorait l'existence. Elle ne savait pas que dans 72 heures, tout ce qu'elle connaissait allait s'effondrer. Si vous avez déjà eu l'impression d'être pris au piège d'une situation sans issue, que personne ne viendrait vous aider, que vous étiez complètement seul au monde, cette histoire est pour vous, pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Nous devons remonter 3 ans en arrière, au moment où Chloé a rencontré Sébastien, au moment où elle a cru avoir trouvé l'amour de sa vie. Chloé Martin avait 23 ans quand il est entré dans la boutique où elle travaillait. Charmant, attentif, le genre d'homme qui sait exactement quoi dire, le genre d'homme qui vous fait vous sentir spécial, le genre d'homme qui cache des monstres derrière des sourires parfaits. Au début, il était tout ce qu'elle avait toujours voulu, des fleurs, des dîners, des messages de bonjour et de bonne nuit. Il voulait savoir où elle était, avec qui elle était, ce qu'elle faisait. Et Chloé, qui n'avait jamais été aimée de cette façon, a cru que c'était de l'attention, a cru que c'était de la protection, a cru que c'était de l'amour. Elle se trompait. Les signes ont commencé petits. Une blague sur sa tenue qui ressemblait à un compliment mais qui était une critique. Une suggestion qu'elle ne devrait pas autant voir ses amis. Une remarque que sa famille ne l'aimait pas. De petites gouttes de poison qu'elle avalait sans s'en rendre compte. Quand elle est tombée enceinte de Léo, les choses ont changé. Sébastien ne voulait pas de ce bébé. Il disait que c'était trop tôt. Il disait que ça allait perturber leur plan. Il disait qu'elle devait résoudre le problème. Et quand Chloé a dit non, quand Chloé a dit qu'elle aurait cet enfant avec ou sans lui, quand Chloé a montré la première étincelle de résistance, Sébastien a montré qui il était vraiment. La première gifle est venue de nulle part. Elle préparait le dîner. Il a dit quelque chose à propos du prénom du bébé. Et soudain, elle était par terre, le visage en feu, le monde qui tournait. Sans comprendre ce qui s'était passé, Sébastien a pleuré après. Il s'est excusé. Il a dit que ça n'arriverait plus jamais. Il a dit que c'était le stress. Il a dit qu'il allait changer. Mensonges. Des mensonges que Chloé entendrait des centaines de fois au cours des 3 prochaines années. Léo est né par une nuit d'orage. Sébastien n'était pas à l'hôpital. Il était dans un bar, a fêté ça avec des amis qui ne savaient pas quel genre d'homme il était à la maison. Chloé a accouché seule. Elle a tenu la main d'une infirmière qui lui était étrangère, a pleuré de douleur, de joie et de solitude en même temps. Quand elle a vu le visage de son fils pour la première fois, elle a fait une promesse silencieuse. Elle allait protéger cet enfant, quoi qu'il en coûte, aussi douloureux que ce soit. Elle allait donner à Léo la vie qu'il méritait. Mais échapper à Sébastien n'était pas si simple. Il contrôlait l'argent, il contrôlait la voiture, il contrôlait qui elle pouvait voir, où elle pouvait aller, ce qu'elle pouvait faire. Chaque tentative d'indépendance était punie. Chaque signe de résistance était écrasé. Et Léo grandissait au milieu de cet enfer, apprenant à se taire quand papa criait, apprenant à se cacher quand les choses se cassaient, apprenant que l'amour et la peur étaient la même chose. Il y a 1 an, Chloé a finalement réussi à s'échapper. Elle a planifié pendant des mois, a caché de l'argent, préparé des documents, a attendu une nuit où Sébastien était trop ivre pour s'en rendre compte, et a couru, avec Léo dans les bras, avec un sac à dos sur le dos, avec le cœur battant si fort qu'elle pensait qu'il allait exploser. La police n'a pas aidé. Sébastien avait des amis là-bas, des amis qui croyaient à ses histoires.
Des amis qui regardaient Chloé comme si elle était la folle, l'hystérique, la femme qui était en train de détruire une famille. Mais une juge a vu la vérité. Une juge a regardé les hématomes que Chloé avait cachés pendant des années, a regardé les rapports médicaux, a regardé la peur dans les yeux de Léo et a signé une ordonnance d'éloignement. Sébastien ne pouvait pas s'approcher de Chloé, ne pouvait pas s'approcher de Léo, ne pouvait entrer en contact d'aucune façon. L'ordonnance durait 1 an et était sur le point d'expirer. Dans 72 heures, Sébastien serait légalement libre de faire ce qu'il voulait. Et il avait clairement fait savoir, par le biais de messages anonymes, par le biais d'appels de numéros inconnus, par le biais d'amis qui apparaissaient par coïncidence là où Chloé se trouvait, qu'il allait reprendre ce qui était à lui. Chloé avait 72 heures pour disparaître. Elle travaillait au Café des Lumières maintenant, un endroit petit, accueillant. Le genre de café où les clients deviennent des amis. Elle gagnait peu, mais c'était honnête. Elle mettait chaque centime de côté, planifiant de fuir dans une autre ville, recommencer à zéro, donner à Léo la vie qu'il méritait. Car ce matin-là, 72 heures avant l'expiration de l'ordonnance d'éloignement, Chloé est arrivée au travail à 6 heures. Le café était encore vide. Le soleil n'était pas encore complètement levé. Elle a mis son tablier, vérifié les tables, préparé le premier café de la journée et a essayé de ne pas penser à l'heure, a essayé de ne pas penser à Sébastien, a essayé de ne pas penser à la peur qui ne la quittait jamais. Les clients ont commencé à arriver. Le café s'est rempli. Chloé servait les tables, souriait à des inconnus, faisait semblant que tout allait bien. C'était ce qu'elle faisait de mieux, faire semblant, cacher, survivre. Léo était en sécurité. Avec la voisine, Madame Dubois, une dame de 70 ans qui traitait le garçon comme son petit-fils. Sébastien ne savait pas où Chloé habitait maintenant, ne savait pas où Léo était. C'était le seul réconfort qu'elle avait. Si cette histoire vous touche, si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire, ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a vécu, votre soutien à la chaîne aide à continuer à raconter ces histoires, à donner une voix à ceux qui ont besoin d'être entendus, à montrer que personne n'est seul. Il est entré dans le café à 10h15. Chloé ne l'a pas vu immédiatement. Elle était dos à lui, nettoyant une table, mais elle l'a senti. Elle a senti cette sensation que le corps apprend quand il vit des années sous la menace. Cette sensation de danger qui fait hérisser les poils de la nuque. Elle s'est retournée et il était là. Sébastien, sur le seuil du café, la regardant droit dans les yeux, le même sourire, le même charme, le même masque qui cachait le monstre. Chloé sentit son sang se glacer, sentit ses jambes flancher, sentit le monde rétrécir jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'elle et lui et l'espace entre eux qui semblait à la fois immense et trop petit. L'ordonnance d'éloignement était toujours valable. Il ne pouvait pas être là, ne pouvait pas s'approcher d'elle. S'il elle avait appelé la police, si elle avait eu le temps, si elle avait pu. Sébastien s'est dirigé droit vers elle. Chloé a reculé, heurté une chaise, failli tomber. « Tu m'as manqué », a-t-il dit. Assez fort pour que les autres clients l'entendent. La voix douce, la voix d'acteur. La voix qu'elle avait appris à craindre plus que les cris. « Tu n'as pas le droit d'être ici », a dit Chloé, et la voix tremblante. « L'ordonnance. »« Ordonnance » a ricané Sébastien. « Quelle ordonnance ? Je suis juste venu prendre un café. C'est un pays libre. Je peux prendre un café où je veux. » Les autres clients regardèrent maintenant. Certains avec curiosité, d'autres mal à l'aise. Aucun ne voulant intervenir. Aucun ne voulant se mêler de ça. « Va-t'en » a dit Chloé. « S'il te plaît, va-t'en. » Sébastien a fait un pas de plus, encore un, jusqu'à être assez près pour murmurer. « Tu crois que tu peux me fuir ? Tu crois que cette ordonnance idiote signifie quelque chose ? Dans 3 jours, elle expire. Et quand elle expirera, je vais te ramener, toi et notre fils. Tu vas voir. » Chloé a ouvert la bouche pour répondre, pour crier, pour faire quelque chose. Mais Sébastien a été plus rapide. Il a refermé ses doigts sur ses cheveux et a tiré. Le monde a explosé en douleur, en mouvement, en chaos. Chloé a senti son corps être projeté en arrière, senti ses pieds perdre le sol.
sentit des tables et des chaises la frapper pendant qu'elle était traînée, sentit ses cheveux être arrachés de son cuir chevelu, sentit l'humiliation brûler plus que la douleur physique. Sébastien la traînait à travers tout le café, hurlant, l'insultant, la traitant de choses que personne ne devrait entendre. Tous les clients regardaient, tous les employés étaient paralysés, personne ne faisait rien. Et quand il la traînait jusqu'à la porte, quand il l'a jetée sur le trottoir comme un déchet, quand il lui a craché dessus et dit que c'était juste un avertissement, personne n'avait bougé, personne, sauf U1, à une table dans le coin, où la lumière parvenait à peine. L'homme en costume sombre s'était levé. Ses yeux étaient fixés sur Sébastien. Son expression avait finalement changé. Et ce qu'il y avait dedans aurait fait fuir n'importe qui. Mais Sébastien n'était pas n'importe qui. Et il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de réveiller. Chloé était par terre, l'asphalte chaud contre sa peau, le goût du sang dans sa bouche, le monde qui tournait. Elle a essayé de se relever, elle est tombée, a essayé de nouveau, elle est tombée de nouveau. Sébastien se tenait debout devant elle, riant. Riant comme si c'était la chose la plus drôle du monde. Riant comme si elle était un insecte qu'il venait d'écraser. « Je t'avais prévenu, a-t-il dit. Je t'avais prévenu que tu n'arriverais pas à fuir. Je t'avais prévenu que tu étais à moi. Et dans 3 jours, quand cette ordonnance de merde expirera, je vais te ramener, toi et Léo. Et tu ne sortiras plus jamais de la maison. » Chloé a senti la peur ancienne, la peur qu'elle connaissait si bien. Mais elle a senti autre chose aussi, de la colère. Une colère qu'elle ne savait pas qu'elle existait encore. Elle a regardé Sébastien, l'a regardé dans les yeux, et a dit quelque chose qu'elle n'avait jamais dit auparavant. « Je ne suis pas à toi. » Sébastien a arrêté de rire. Son visage a changé. Le masque est tombé pendant 1 seconde. Et ce qu'il y avait en dessous était si laid que Chloé a senti son estomac se retourner. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« J'ai dit que je ne suis pas à toi, » a répété Chloé, la voix plus ferme maintenant. « Je n'ai jamais été à toi. Et Léo non plus. Tu peux me traîner, tu peux me frapper, tu peux faire ce que tu veux, mais je ne serai plus jamais à toi. » Sébastien a fait un pas dans sa direction, le poing fermé, l'intention claire, et c'est alors que la voix est venue. « Je vous suggère de vous arrêter là. » Une voix calme, une voix basse, une voix qui n'avait pas besoin d'être forte pour être entendue, une voix qui portait quelque chose qui a fait se figer Sébastien. Les deux ont regardé. L'homme en costume sombre se tenait debout à 3 mètres de distance, les mains dans les poches, la posture détendue, comme s'il commentait le temps qu'il faisait, comme s'il n'interrompait pas une scène de violence. « Qui diable êtes-vous » a demandé Sébastien. L'homme n'a pas répondu. Ses yeux étaient fixés sur Sébastien. Et il y avait quelque chose dans ses yeux. Quelque chose qui a fait faire un pas en arrière à Sébastien sans qu'il s'en rende compte. « Ça ne vous regarde pas » a dit Sébastien. « Allez-vous en avant que je vous apprenne à ne pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas ?» L'homme a incliné la tête légèrement, comme s'il considérait les mots, comme s'il décidait quelque chose. « Je vais vous donner une chance, a-t-il dit, une seule chance. Vous allez tourner le dos, vous allez monter dans cette voiture, vous allez conduire loin d'ici, et vous ne vous approcherez plus jamais de cette femme. » Sébastien a ri, un rire nerveux, un rire de quelqu'un qui ne savait pas ce à quoi il était confronté. « Vous plaisantez, n'est-ce pas? Vous savez qui je suis? Mon frère est policier. Mon cousin est avocat. Je peux détruire votre vie d'un simple coup de fil. » L'homme a fait un pas en avant. « Non, » a-t-il dit. « Vous ne savez pas qui je suis. Et si vous le saviez, vous seriez en train de courir. » Quelque chose dans sa voix a fait ressentir un frisson à Chloé. Pas de peur, d'autre chose, de reconnaissance. Comme si son corps savait que cet homme était différent. Comme si son instinct savait qu'il était dangereux. Mais pas pour elle. Sébastien a regardé autour de lui, cherchant de l'aide, cherchant des témoins. Mais la rue était étrangement vide maintenant, comme si les gens avaient senti quelque chose dans l'air et avaient décidé qu'il était temps d'être ailleurs. « Vous allez le regretter, » a dit Sébastien. La voix moins ferme maintenant. « Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. Et vous ne savez pas ce que je fais aux hommes qui frappent les femmes, » a répondu l'homme en costume sombre. Il a fait un pas de plus,
Et encore un, et encore un. Sébastien a reculé, heurté sa propre voiture, a regardé Chloé, a regardé l'homme, et a fait la seule chose intelligente qu'il ait faite depuis des années. Il a couru, est monté dans la voiture, a démarré le moteur, et est parti en trombe, sans regarder en arrière, sans plus de menaces, juste la fuite. Chloé est restée immobile, regardant la voiture disparaître, toujours par terre, toujours en sang, toujours sans comprendre ce qui venait de se passer. L'homme en costume s'est approché, doucement, sans mouvement brusque, comme quelqu'un qui s'approche d'un animal blessé. « Ça va ?» a-t-il demandé. Chloé l'a regardé, vraiment regardé, et a vu un visage qui ne correspondait pas à la voix. Un beau visage. Un visage qui semblait sculpté, mais les yeux étaient anciens. Les yeux avaient vu des choses. Les yeux portaient un poids. « Qui êtes-vous » a-t-elle demandé. « Je m'appelle Kael » a-t-il dit. « Puis-je vous aider à vous relever ?» Chloé a hésité. 3 ans d'abus lui avaient appris à ne pas faire confiance. 3 ans de trahison lui avaient appris que les hommes voulaient toujours quelque chose. 3 ans de peur lui avaient appris que la gentillesse n'était qu'une autre forme de piège. « Pourquoi » a-t-elle demandé. « Pourquoi avez-vous aidé » Kael est resté silencieux pendant un moment, la regardant, considérant la question. « Parce que personne ne devrait vivre ce que vous venez de vivre » a-t-il dit. « Parce que j'étais là et j'ai tout vu. Parce que 20 personnes ont regardé et personne n'a bougé. Et parce que je ne peux plus rester immobile à regarder des choses comme ça. » Chloé a senti quelque chose se briser en elle. Quelque chose qu'elle avait construit pour se protéger. Quelque chose qui maintenait le monde à distance. Des larmes ont commencé à couler. Les larmes qu'elle avait retenues si longtemps. Les larmes qu'elle ne s'autorisait pas à verser. Des larmes de douleur, de soulagement, d'épuisement. Sébastien ne bougea pas. Il n'essaya pas de la prendre dans ses bras. Il n'essaya pas de la réconforter. Il resta juste là, présent, solide, réel. Après 1 minute, Chloé tendit la main. Sébastien l'aida à se relever, avec précaution, avec respect, sans la toucher plus que nécessaire. « Tu as besoin d'un médecin, » dit-il. « Ta tête saigne. » Chloé toucha son cuir chevelu. Ses doigts revinrent rouges. « Je n'ai pas d'argent, » dit-elle, « et je n'ai plus de travail. J'ai été licenciée à cause de ce qui s'est passé. » L'expression de Sébastien changea. Quelque chose passa dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait à de la colère, mais pas dirigée contre elle. « Tu as été licenciée pour avoir été agressée ? Le gérant a dit que j'apportais des problèmes personnels au travail. » Sébastien prit une profonde inspiration, comme s'il se contrôlait, comme s'il retenait quelque chose qui voulait sortir. « Quel est le nom de ce café ? Pourquoi ?» Sébastien ne répondit pas immédiatement. Il regarda le café, il regarda la porte d'où Chloé avait été traînée. Il regarda les tasses cassées qui jonchaient encore le sol à l'intérieur. « Parce que j'aimerais avoir une conversation avec le gérant, » dit-il. Chloé sentit une pointe de peur. Pas pour elle, pour autre chose. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Rien d'illégal, » dit Sébastien. « Juste une conversation, sur les choix qu'il a faits aujourd'hui. » Chloé le regarda, essayant de comprendre, essayant de lire en lui, essayant de deviner ce qu'il voulait. « Tu ne me connais pas, » dit-elle. « Pourquoi tu fais ça ?» Sébastien la regarda, et pour la première fois, elle vit quelque chose au-delà du masque, quelque chose de vulnérable, quelque chose de brisé. « Parce que j'ai connu quelqu'un comme toi une fois, » dit-il. « Quelqu'un qui avait besoin d'aide, quelqu'un qui était piégé. Et je n'ai rien fait. Je suis resté là, j'ai regardé, et elle est morte. » Chloé sentit l'air quitter ses poumons. « Qui ? Ma sœur. » Le silence qui suivit fut pesant, chargé, plein de choses non dites. « Elle avait 24 ans, » continua Sébastien. Elle était mariée à un homme que tout le monde trouvait parfait. Il était charmant, éduqué, réussi. Et à huis clos, c'était un monstre. Elle me l'a dit. Elle m'a demandé de l'aide. Et j'ai dit qu'elle exagérait. J'ai dit que les mariages avaient des hauts et des bas. J'ai dit qu'elle devait essayer de régler ça. Il s'arrêta. Sa voix se brisa un instant. 2 mois plus tard,
Il l'a tué. Et j'ai regardé son cercueil descendre dans la terre en sachant que j'aurais pu l'empêcher. Chloé ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Alors, quand je t'ai vu te faire traîner dehors, dit Sébastien, quand j'ai vu cet homme te traiter comme une propriété, quand j'ai vu tout le monde regarder sans rien faire, j'ai revu ma sœur. Et cette fois, j'ai agi. Chloé le regarda avec d'autres yeux. Des yeux qui commençaient à voir au-delà de la peur. Des yeux qui commençaient à voir la personne derrière le masque. « Je suis désolé pour ta sœur, dit-elle. Sébastien acquiesça, acceptant, n'ayant besoin de rien de plus. « Tu as un endroit où aller ?» demanda-t-il. Chloé pensa à Léo, à Madame Dubois, la voisine qui s'occupait de lui, aux 72 heures, à Derek qui reviendrait. « Oui, si, dit-elle, mais je ne sais pas combien de temps. »« Pourquoi ? Cette ordonnance d'éloignement, dit-elle. La voix se brisant. Elle expire dans 3 jours, et quand elle expirera, il reviendra. Et cette fois, il n'y aura aucune ordonnance pour me protéger. » Sébastien resta silencieux. Processus, calculant. « Tu as un enfant, dit-il. Ce n'était pas une question. » Chloé se figea. « Comment tu sais ?»« La photo sur ton tablier, dit-il. Un petit garçon, 3, 4 ans. Il s'appelle Léo. » Chloé baissa les yeux. La photo de Léo était épinglée sur la poche de son tablier, toujours près d'elle, toujours lui rappelant pourquoi elle se battait. « Oui, dit-elle. Léo. Il a 3 ans. Et son père. Son père est cet homme que tu viens de chasser. » L'expression de Sébastien s'assombrit. « Il frappe le petit aussi ?»« Non, dit Chloé rapidement. Il n'a jamais touché Léo. Mais Léo voit, Léo entend, Léo sait, et la peur qu'il a de son père. C'est la chose la plus triste du monde. Où est le petit maintenant ? Chez une voisine, une dame qui s'occupe de lui pendant que je travaille. Travaillait. Charles c'est où ? Non, j'ai déménagé 6 fois l'année dernière. Chaque fois qu'il découvrait où j'étais, je fuyais de nouveau. Mais il finit toujours par me retrouver. Toujours. Sébastien la regarda avec une intensité que Chloé ne parvenait pas à déchiffrer. « Tu veux que je t'emmène voir ton fils ?» Chloé hésita, chaque instinct criant de ne pas faire confiance, de ne pas se laisser faire, de ne pas révéler où se trouvait Léo. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de Sébastien, quelque chose qu'elle reconnaissait. La douleur de celui qui a échoué une fois et ne s'est jamais pardonné. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-elle de nouveau. Pourquoi un inconnu se soucierait-il autant ? Sébastien sortit quelque chose de la poche de son manteau, une vieille photo, jaunie sur les bords, pliée à force d'être gardée. Il la tendit à Chloé. C'était une jeune femme, belle, avec le même nez que Sébastien, la même forme des yeux, souriant à l'appareil photo comme si le monde était un endroit merveilleux. « Elle s'appelait Lydia, dit Sébastien. Et j'ai promis sur sa tombe que je ne resterai plus jamais les bras croisés à regarder une femme souffrir, que je n'ignorerai plus jamais les signes, que je ne laisserai plus jamais arriver ce qui lui est arrivé. » Chloé regarda la photo, le visage de la sœur de Sébastien, le sourire qui n'existait plus. Et elle comprit. Elle comprit pourquoi il était intervenu. Elle comprit pourquoi il n'était pas parti. Elle comprit pourquoi un inconnu offrait de l'aide sans rien demander en retour. Parce qu'il ne l'aidait pas, elle. Il essayait de sauver la sœur qu'il n'avait pas pu sauver. « D'accord, dit Chloé. Emmène-moi voir mon fils. » Sébastien rangea la photo, enleva son manteau et le posa sur les épaules de Chloé, sans demander la permission, sans expliquer, juste en faisant. « La voiture est là, dit-il, pointant du doigt une berline sombre garée dans la rue derrière. Chloé marcha à côté de lui, boitant toujours, saignant toujours, ne comprenant toujours pas complètement ce qui se passait. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas complètement seule, et cela, en soi, était déjà un miracle. L'appartement de Chloé était dans un vieil immeuble, mur fin, escalier qui grinçait, le genre d'endroit où l'on entend les voisins tousser et les disputes du dessus. Mais c'était sûr, c'était caché, et pour l'instant, c'était chez elle. Sébastien gara la voiture devant l'immeuble. Il regarda la façade, ne dit rien. Mais Chloé vit quelque chose traverser son visage. Quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude.
Voilà, dit-elle. Merci pour le trajet. Et pour tout. Elle ouvrit la portière de la voiture, commença à sortir. Chloé, elle s'arrêta, regarda en arrière. Sébastien sortit une carte de sa poche, noire, sans nom, juste un numéro de téléphone. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dit-il, de quoi que ce soit, à n'importe quelle heure, appelle. Chloé prit la carte, la regarda Sébastien. Pourquoi tu fais tout ça? Sébastien ne répondit pas. Il la regarda juste avec ses yeux anciens, ses yeux qui portaient beaucoup trop de poids. Chloé descendit de la voiture. Elle monta les marches et frappa à la porte de Madame Dubois. La porte s'ouvrit et une tornade de 3 ans se jeta dans ses bras. Maman, Léo, son petit garçon, son monde, la raison de tout. Chloé le serra si fort qu'il se plaignit, puis rit, puis pleura. Elle embrassa son visage 1000 fois. Madame Dubois apparut sur le seuil. 70 ans, des cheveux blancs, des yeux qui en avaient vu de toutes les couleurs. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma petite ?» demanda-t-elle. « Tu saignes. » Chloé toucha sa tête. Elle avait oublié. L'adrénaline avait fait oublier. « C'est Sébastien, dit-elle. Il m'a retrouvée au travail. » Madame Dubois ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, il y avait du feu dedans. « 7 ans, cet individu, gronda-t-elle. Je vais appeler la police. Ça ne servira à rien, répondit Chloé. Il a des amis là-bas. Et l'ordonnance d'éloignement expire dans 3 jours. Après ça, il pourra faire ce qu'il voudra. Alors tu vas partir, décréta Madame Dubois. Tu prends le petit, tu prends tes affaires, et tu vas loin, très loin. Et où est-ce que j'irai, Sens demanda Chloé. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de famille, je n'ai personne. Madame Dubois la regarda. Elle regarda Léo dans ses bras. Elle regarda les hématomes qui commençaient à apparaître. « Tu m'as, dit-elle, et tu m'auras toujours. On va trouver une solution. » Chloé entra dans l'appartement de Madame Dubois. Elle s'assit sur le vieux canapé, Léo sur ses genoux, la carte noire de Kael dans sa poche, et elle essaya de ne pas pleurer. Encore. Le reste de la journée passa comme dans un rêve. Chloé nettoya ses blessures, prit une douche, coucha Léo dans la chambre que Madame Dubois avait préparée pour lui, et elle resta assise dans la cuisine, à fixer la carte noire. Qui était cet homme? D'où venait-il? Pourquoi se souciait-il d'elle? Elle ne savait pas. Mais il y avait quelque chose chez lui. Quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Quelque chose qui faisait que la peur diminuait un peu quand il était près d'elle. La nuit tomba. Chloé finit par s'endormir. Un sommeil léger. Un sommeil de quelqu'un qui s'attend au danger à tout moment. Elle rêva de Sébastien, de ses mains, de sa voix, de la promesse qu'elle ne s'échapperait jamais. Elle se réveilla à 3 heures du matin avec le cœur battant la chamade, et elle entendit le bruit. Des pas, dans l'escalier, lourd. Qui montait? Chloé se figea, l'ancienne peur qui revenait, la peur qu'elle connaissait comme une vieille amie. Les pas s'arrêtèrent devant la porte, et puis la voix. « Je sais que tu es là, Chloé. » Sébastien. Comment l'avait-il trouvé? Comment la trouvait-il toujours? Ouvre la porte. Chloé ne bougea pas, ne respira pas, ne fit pas un son. Je sais que Léo est là aussi, mon fils, dans la maison d'une vieille femme qui n'est pas de sa famille. Tu sais ce que ça va donner au tribunal? Mère irresponsable qui laisse son enfant à des inconnus? Les mots étaient des couteaux, chacun coupant plus profondément que le précédent. Ouvre la porte ou je la défonce. Chloé regarda la chambre où Léo dormait. Elle regarda Madame Dubois qui était apparue dans le couloir, le visage pâle de peur. Elle regarda la porte qui était la seule chose entre elle et le monstre. Et elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle prit son téléphone portable, elle prit la carte noire, et elle appela. Une sonnerie, 2, 3. Et la voix de Kael répondit, calme, réveillée, comme s'il attendait. « Chloé, il est là, » murmura-t-elle. Sébastien, devant la porte. Il dit qu'il va la défoncer. Silence de l'autre côté. Juste une seconde. Quelle est l'adresse? Chloé la lui donna. Sa voix tremblait tellement qu'elle avait du mal à former les mots.
J'arrive, dit Kael. N'ouvre pas la porte. Ne lui parle pas. Ferme la chambre de Léo à clé. J'en ai pour 10 minutes. Le téléphone raccrocha. Chloé fit ce qu'il avait dit. Elle courut dans la chambre, ferma la porte à clé, réveilla Léo qui se mit à pleurer. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Chut, mon amour. Chut. Tout va bien se passer. » Mensonge. Elle ne savait pas si tout allait bien se passer. Elle ne savait pas si quelque chose allait aller bien à nouveau. Dehors, Sébastien continuait à frapper, à crier, à menacer. « Je vais défoncer cette porte, Chloé, et quand j'entrerai, tu vas le regretter. Toi et cette vieille fouineuse, vous allez voir ce qui arrive à ceux qui essaient de m'empêcher de faire ce que je veux. » Les voisins devaient entendre, mais personne n'est apparu. Personne n'a appelé la police. Personne n'a rien fait, comme au bistrot, comme toujours. Tout le monde regardait. Personne n'agissait. Chloé serra Léo dans ses bras, ferma les yeux et pria. Elle pria un Dieu dont elle n'était pas sûre de croire encore. Elle pria n'importe quoi qui pouvait l'entendre. Elle pria pour que l'inconnu en costume sombre arrive à temps. Et puis elle entendit. Des voitures. Beaucoup de voitures. Qui s'arrêtait dehors? Sébastien arrêta de frapper. « C'est quoi ce bordel ?» dit-il. Chloé courut à la fenêtre, regarda dans la rue, et elle vit 30 voitures noires qui encerclaient l'immeuble, bloquant chaque sortie, chaque entrée, chaque voie d'évacuation. Des hommes en costume qui descendaient, des dizaines d'entre eux, tous regardant vers le haut, tous attendant, et au centre de tout, Kael, debout à côté d'une voiture qui coûtait plus cher que ce que Chloé gagnerait en 10 ans. La posture calme, les yeux glaçants, l'aura de quelqu'un qui commandait des armées. Sébastien regarda par la fenêtre du couloir, et pour la première fois de sa vie, il eut peur. « C'est qui ce type, bordel ?» murmura-t-il. Kael leva les yeux. Ses yeux croisèrent ceux de Sébastien à travers la vitre. « Descends, dit-il, la voix basse mais d'une manière ou d'une autre audible, comme si l'air lui-même portait les mots. Sébastien ne bougea pas. « Je ne vais pas le répéter, dit Kael. » Un des hommes en costume fit un pas en avant, ouvrit sa veste, montra ce qu'il y avait en dessous. Sébastien devint blanc. « Je suis policier, hurla-t-il. Mon frère est policier, vous ne pouvez pas. »« Ton frère est un sergent corrompu qui accepte des pots de vin, dit Kael. J'ai les dossiers, j'ai les preuves. Si tu veux, je peux tout envoyer au procureur tout de suite. Comment tu? Je sais tout sur toi, Sébastien Dubois, dit Kael. Je connais les femmes que tu as blessées avant Chloé. Je connais les procès que ton cousin avocat a fait disparaître. Je connais les menaces que tu as proférées. Je connais les amis que tu as achetés. Et maintenant, je sais où tu habites, où tu travailles, où ta famille habite, et exactement ce que tu as fait ce matin au Café des Lumières. » Kael sortit un téléphone portable de sa poche, retourna l'écran vers le haut. « Caméra de sécurité, dit-il. Tout le café filmé. Tu traînant Chloé par les cheveux, tu la jetant sur le trottoir. Tout est enregistré, tout est admissible au tribunal. » Sébastien commença à trembler. « Qu'est-ce que tu veux? »« Je veux que tu descends, dit Kael. Je veux que tu montes dans la voiture de police qui arrive tout de suite. Et je veux que tu ne t'approches plus jamais de Chloé ou de son fils pour le reste de ta misérable vie. » Sirène, au loin, qui se rapprochait. Sébastien regarda les escaliers, les voitures, les hommes, Kael, et il courut, non pas vers le bas, mais vers le haut, vers le toit. 2 hommes en costume l'interceptèrent avant qu'il n'atteigne le 2e étage. « Lâchez-moi » hurla-t-il. « Lâchez-moi, je suis. »« Tu n'es rien » dit l'un des hommes. Et il a repoussé Sébastien au sol. Quand la police est arrivée, Sébastien était étendu dans le hall d'entrée, menotté, pleurnichant, implorant. Les policiers ont jeté un regard à Kael, aux hommes en costume sombre, aux voitures qui occupaient toute la rue. « Monsieur Draven, » a dit l'un d'eux, « nous ne savions pas que vous étiez impliqué. » Chloé, qui était descendue avec Léo dans les bras, s'est figée. « Monsieur Draven ?»« Cet homme a violé une ordonnance d'éloignement, » a déclaré Kael, ignorant la question de Chloé. « Il a agressé cette femme ce matin. J'ai les preuves. Arrêtez-le. » Sébastien a été emmené, hurlant toujours, menaçant toujours. Mais cette fois, personne ne l'écoutait.
Quand la voiture de police a disparu, Kaël s'est tournée vers Chloé. Elle le regardait d'une manière différente. Un mélange de gratitude, de confusion et quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Qui êtes-vous » a-t-elle demandé. « Qui êtes-vous, vraiment » Kaël la regarda, Léo dans ses bras, le vieil immeuble derrière eux. « Je m'appelle Kaël Draven » a-t-il dit, « et je suis quelqu'un qui peut vous aider. Si cette histoire vous touche, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de savoir que de l'aide existe, laissez un j'aime, partagez, montrez à ceux qui ont besoin de voir. N'hésitez pas à utiliser la fonction soutien à la chaîne pour nous aider à financer des vidéos comme celle-ci. » Chloé aurait dû être soulagée. Sébastien arrêté, elle et Léo en sécurité. La nuit s'était mieux terminée qu'elle n'avait commencé, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de penser. Kaël Draven. Ce nom résonnait dans sa tête. Où avait-elle déjà entendu ce nom? Le lendemain matin, elle a fait des recherches. Et ce qu'elle a trouvé a arrêté le monde. Kaël Draven, PDG de Draven Industries, l'une des plus grandes fortunes du pays. Propriétaire d'entreprises allant de la technologie à l'immobilier, en passant par la sécurité privée. Un homme qui dînait avec des présidents, qui décidait du destin d'entreprises d'un simple coup de téléphone. Qui pouvait acheter des quartiers entiers d'une ville sans scier? Et il était apparu dans un café banal, avait sauvé une simple serveuse, avait mobilisé une armée pour protéger une femme qu'il connaissait à peine. Pourquoi? Chloé regarda la photo de Lydia qui était toujours dans sa poche. Kaël avait oublié de la reprendre. Ou peut-être l'avait-il laissée exprès. Sa sœur. La raison de tout. Elle rangea la photo, rangea les questions, et essaya de reprendre le cours de sa vie. Mais la normalité n'existait plus. Sébastien a passé 24 heures en prison. Puis, les portes se sont ouvertes. Un juge complaisant. Un avocat corrompu. Une caution que quelqu'un a payée. Et il était libre à nouveau. Chloé l'a découvert en recevant le message. « Tu crois qu'un playboy riche peut m'arrêter? Tu crois que quelques voitures et costumes vont me faire peur? Je vais reprendre ce qui est à moi. Et cette fois, personne ne m'empêchera. » Le sang de Chloé s'est glacé. Elle a appelé Kaël, directement sur sa messagerie vocale. Elle a rappelé, messagerie vocale. Elle a couru à l'école de Léo. La voiture empruntée à Madame Dubois fonctionnant mal. Son cœur battant si fort qu'elle pensait qu'il allait exploser. Elle est arrivée en 10 minutes, est entrée en courant, est allée jusqu'à la classe de Léo. La maîtresse l'a regardée, confuse. « Madame Chen ?» Le père de Léo est venu le chercher il y a une demi-heure. Le monde s'est arrêté. « Quoi ?» Sébastien Chaud. Il a montré l'acte de naissance, un document. A dit que vous aviez autorisé. « Je n'ai pas. » Chloé n'arrivait pas à respirer. « Je n'ai rien autorisé. Il a une ordonnance d'éloignement. Il ne peut pas. » La maîtresse est devenue pâle. « Nous ne savions pas. » Il a dit. Il avait l'air si. Chloé n'a pas entendu le reste. Elle courait déjà, appelait déjà tous les numéros qu'elle connaissait, hurlait déjà le nom de son fils à un univers qui semblait ne pas entendre. « Mon Dieu !» a-t-elle dit. « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» Le téléphone a sonné. C'était Sébastien. Chloé a répondu. « Salut ma chérie !» a dit sa voix, douce, contrôlée, le ton qu'elle détestait le plus. « Devine qui est là avec moi ?» Et alors elle a entendu la voix de Léo, en pleurs. « Maman, maman, je veux maman. » Le monde s'est effondré. « Si tu veux revoir ton fils, » a dit Sébastien, « tu vas faire exactement ce que je te dis. Premièrement, tu vas appeler ton petit copain riche et lui dire que tout était un malentendu, que tu veux rester avec moi, qu'il ne doit plus jamais te contacter. Sébastien, s'il te plaît. Deuxièmement, tu vas venir à l'adresse que je vais t'envoyer. Seul, sans police, sans personne, juste toi et moi. Comme ça aurait toujours dû être. » Chloé pleurait maintenant. Pleurnichant de désespoir, de terreur, d'impuissance. « Et si tu fais quoi que ce soit de différent de ce que je t'ai dit ?» a dit Sébastien, sa voix changeant pour quelque chose que Chloé connaissait bien trop. « Tu ne reverras plus jamais Léo. Tu as compris ? » « S'il te plaît, » a-t-elle murmuré, « ce n'est qu'un enfant. S'il te plaît, ne lui fais pas de mal.
Le temps passe, Chloé. Chaque minute que tu tardes est une minute que Léo passe avec le père que tu lui as volé pendant 1 an. Pense-y. La communication a été coupée. Chloé est restée plantée sur le parking de l'école, le téléphone à la main, les larmes coulant. Le monde détruit. Le siège auto de Léo était vide, et la seule chose qui restait était un mot sur le tableau de bord de la voiture de Madame Dubois. « Je t'avais prévenu que j'allais reprendre ce qui est à moi. » Chloé s'est effondrée. Ses jambes ont cédé. Son corps a heurté l'asphalte. Et elle a pleuré comme elle n'avait pas pleuré depuis des années, pleurnichant de désespoir, de culpabilité, de terreur. « Mon fils, mon fils, mon fils !» Les mots sortaient sans contrôle, sans sens, sans s'arrêter. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée là. Des secondes, des minutes, des heures. Le temps avait perdu sa signification, jusqu'à ce que le téléphone sonne à nouveau. Ce n'était pas Sébastien, c'était Kaël. Chloé a répondu. Chloé a dit sa voix, urgente, différente. Que s'est-il passé? Elle a essayé de parler, a essayé d'expliquer, mais n'a réussi qu'à pleurer. Chloé, respire. Dis-moi ce qui s'est passé. Il a emmené mon fils. Sébastien a emmené mon fils. Silence à l'autre bout. Un silence qui a duré seulement 1 seconde, mais a semblé éternel. Où es-tu? À l'école. Parking de l'école. Ne bouge pas. J'envoie quelqu'un te chercher. Tout ira bien. Léo ira bien. Je te le promets. Vous ne pouvez pas promettre ça, a dit Chloé, sa voix se brisant. Vous ne savez pas où il est. Vous ne savez pas ce que Sébastien est capable de faire. Je vais retrouver ton fils, a dit Kaël. Et chaque mot portait un poids. Chaque mot portait une certitude. Chaque mot portait quelque chose que Chloé ne pouvait pas nommer. Et Sébastien paiera pour chaque larme qu'il t'a fait verser. La communication a été coupée. Chloé est restée plantée là, regardant l'appareil, sans comprendre, sans croire. Qui était cet homme? Pourquoi se souciait-il tant? Pourquoi faisait-il tout ça? 10 minutes plus tard, une voiture noire s'est arrêtée à côté d'elle. Un homme en costume est descendu. « Madame Chen, Monsieur Draven a demandé que je vous emmène dans un endroit sûr. » Chloé regarda l'homme, la voiture, l'école vide derrière elle, et a refusé. « Non, je vais rester ici. Je vais attendre que mon fils revienne. »« Madame Chen, je ne vais nulle part. » L'homme hésitant regarda son téléphone, appuya sur un bouton. La voix de Kaël, enfin de Sébastien, sortit de l'appareil. « Chloé, va avec lui, s'il te plaît. »« Je ne peux pas, » dit-elle. « Je ne peux pas rester les bras croisés, pendant que mon fils est avec ce monstre. »« Tu ne vas pas rester les bras croisés, » rétorqua Sébastien. « Tu vas venir là où je suis, et tu vas voir exactement ce que je suis en train de faire pour retrouver Léo. » Silence, pesant. « J'ai 23 personnes qui cherchent ton fils en ce moment. Chloé, j'ai accès à chaque caméra de circulation de cette ville. J'ai des contacts dans chaque commissariat, dans chaque hôpital, dans chaque station-service. Sébastien ne peut pas se cacher. Pas de moi. » Chloé regarda le chauffeur, la voiture, le téléphone, et elle monta. 1 demi-heure plus tard, elle se trouvait dans un immeuble qu'elle ne savait même pas qu'il existait. Un étage entier, rempli d'écrans, d'ordinateurs, de personnes travaillant frénétiquement. Et au centre de tout, Sébastien, debout, coordonnant, commandant. Quand Chloé entra, il se retourna. Son visage était différent. Son visage portait quelque chose qu'elle reconnut, quelque chose qu'elle voyait dans le miroir. Tous les jours, la rage. « Il va payer, » dit Sébastien. Bas, seulement pour elle. « Je te promets qu'il va payer. » Chloé regarda les écrans, les cartes, les photos, qui défilaient, l'une après l'autre. « Qu'est-ce que tout ça? »« Des ressources, » dit Sébastien. Et il la regarda d'une manière qui lui fit comprendre qu'il n'exagérait pas quand il disait qu'il était quelqu'un qui pouvait aider. Des ressources que je n'aurais jamais pensé utiliser ainsi, mais pour toi, Tata, pour ton fils. Je vais tout utiliser. Absolument tout. Une femme s'approcha, jeune.
sérieuse, efficace. Monsieur Draven. Nous avons trouvé sa voiture. Caméra de circulation. Au kilomètre 42. Direction le nord. Il y a combien de temps? 18 minutes. Sébastien regarda Chloé. Il se dirige vers une ferme, dit-il. Une ferme qui appartenait à ses grands-parents. Il pense que personne ne le sait, mais je sais. Il se tourna vers l'équipe. Je veux 2 hélicoptères dans les airs dans 5 minutes. Je veux 20 hommes au sol dans 15. Et je veux la police prévenue, mais arrivant après nous. Pourquoi après? Demanda Chloé. Parce que je vais personnellement garantir que Sébastien comprenne qu'il a commis la plus grosse erreur de sa vie. Il y avait quelque chose dans la voix de Sébastien. Quelque chose qui aurait dû effrayer Chloé, quelque chose de dangereux. Mais elle n'eut pas peur. Elle sentit de l'espoir. La ferme se trouvait à 1 heure de la ville. Une vieille maison, isolée, entourée de broussailles et d'oubli. Sébastien pensait qu'il était en sécurité. Sébastien pensait qu'il avait gagné. Sébastien pensait que Chloé allait faire ce qu'il lui avait dit. Il n'attendait pas les hélicoptères. Il n'attendait pas les voitures. Il n'attendait pas les hommes en noir, encerclant la propriété, comme une armée. Il n'attendait pas Sébastien Draven, entrant par la porte d'entrée, comme s'il était le maître du monde. « C'est quoi ce bordel ?» commença Sébastien. Sébastien ne dit rien. Il se contenta de regarder. Il regarda Sébastien. Il regarda la chambre derrière lui. Il regarda la porte fermée, où se trouvait probablement Léo, et il fit un pas en avant. « Ne t'approche pas de moi, » dit Sébastien, la voix tremblante. « J'ai le garçon. Si tu approches, je... » « Tu quoi ?» Sébastien s'arrêta, regarda autour de lui, cherchant une issue, cherchant une arme, cherchant quoi que ce soit. Il n'y avait rien. « C'est fini. »« Sébastien, » dit Sébastien, « tu avais une vie, une chance d'être une personne décente, et tu as tout gâché. Pourquoi? Parce que tu penses qu'une femme est un objet. Parce que tu penses qu'un fils est une propriété. » Sébastien recula. « Tu ne sais rien. Elle était à moi. Ils étaient à moi. Elle m'a quitté. Elle s'est enfuie de toi, Sébastien, parce que tu la blessais, parce que tu l'humiliais, parce que tu lui faisais avoir peur d'exister. Mensonge. Je l'aimais. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour, Sébastien. » Et il fit un pas de plus. « Et je vais te montrer ce qui arrive aux hommes qui confondent possession et affection. » Sébastien regarda les hommes derrière Sébastien, la porte, les fenêtres, et courut vers la chambre. Sébastien fut plus rapide, intercepta Sébastien, avant qu'il n'atteigne la poignée. Un mouvement, rapide, précis. Et Sébastien était au sol. « Mon bras !» hurla-t-il. « Tu m'as cassé le bras. » Sébastien le regarda, sans pitié, sans remords. « Je n'ai encore rien cassé, » dit-il. « Mais si tu touches à cette porte, je vais casser bien plus qu'un bras. » Sébastien pleura de douleur, de peur, de tout ce qu'il avait fait qui revenait le hanter. Sébastien ouvrit la porte de la chambre et il était là, Léo, assis dans un coin, recroquevillé, serrant ses genoux, pleurant silencieusement. Quand il vit Sébastien, il se recroquevilla encore plus. Peur, tant de peur. « Léo, » dit Sébastien, la voix changeant complètement. Douce maintenant, gentille. « Ta maman est dehors, elle est venue te chercher. » Les yeux de Léo s'écarquillèrent. « Maman, elle t'attend. Tu veux aller la voir ?» Léo regarda Sébastien. La porte. Sébastien gémissant sur le sol, et courut, pas vers Sébastien, au-delà de lui, dans le couloir, vers la porte d'entrée, vers Chloé. Chloé était entrée dans la maison, contre tous les ordres, contre tout bon sens. Elle était entrée, parce qu'elle ne pouvait pas rester dehors, une seconde de plus. Et quand Léo sortit en courant par la porte, elle était là. « Maman !» Léo, le garçon se jeta dans ses bras. Chloé le serra si fort qu'il dut sentir ses os craquer, mais aucun des deux ne s'en soucia. « Maman, maman, maman,
Je suis là, mon amour. Je suis là. Je ne vais nulle part. Plus jamais. » Chloé pleura, Léo pleura, et le monde, pendant un instant, reprit son sens. Quand elle réussit enfin à lever les yeux, Sébastien était debout dans l'encadrement de la porte, les regardant, une expression sur son visage qu'elle n'avait jamais vue. Quelque chose qui ressemblait à la paix. Sébastien fut emmené par la police. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il y avait trop de preuves, trop de témoins, trop de caméras. Violation d'ordonnances d'éloignement, enlèvement, agression, menaces, corruption d'agents publics. La liste des accusations était si longue que Sébastien allait rester en prison pendant très, très longtemps. Son frère policier fut suspendu. Son cousin avocat fut mis en examen. Le réseau de protection que Sébastien avait construit s'effondra comme un château de cartes et Chloé, pour la première fois depuis des années, respira. Dans les jours qui suivirent, beaucoup de choses se passèrent. Sébastien offrit à Chloé un appartement, un vrai appartement, dans un immeuble sécurisé, avec des portiers, des caméras et tout ce dont elle avait besoin pour se sentir protégée. Elle refusa d'abord, dit qu'elle ne pouvait pas accepter, dit que c'était trop, dit qu'elle ne le méritait pas. Sébastien la regarda, de la même manière qu'il l'avait regardée, au bistrot. Le premier jour, quand tout avait commencé, « Tu mérites plus que ça, moi, dit-il. Tu mérites la paix, tu mérites la sécurité, tu mérites une vie, où tu n'as pas besoin d'avoir peur de chaque ombre. » Chloé pleura, de nouveau. Il semblait qu'elle ne savait faire que ça, ces derniers temps. Mais cette fois, c'étaient des larmes différentes. Elle accepta l'appartement, accepta le travail que Sébastien lui offrit. Pas de la charité, un vrai travail, au Café des Lumières, qu'il avait racheté. Le même Café des Lumières, d'où elle avait été licenciée, qui avait maintenant un nouveau propriétaire, un nouveau gérant, et une nouvelle politique sur la façon de traiter les employés. Léo a commencé une nouvelle école, une école où les professeurs connaissaient son histoire, où personne ne le livrerait à un homme qui montrait de faux papiers. Madame Dubois a déménagé dans le même immeuble, parce que Chloé avait besoin de famille. Et la famille, ce n'est pas que le sang, c'est ceux qui sont là, quand le monde s'écroule. Et Sébastien était là aussi, pas d'une manière intrusive, pas d'une manière étouffante, d'une manière qui semblait naturelle, comme s'il avait toujours fait partie de cette histoire, comme s'il avait toujours attendu pour entrer. 1 mois après l'enlèvement, Chloé a trouvé un dessin dans la chambre de Léo, un dessin qui l'a fait s'arrêter, qui l'a fait s'asseoir, qui l'a fait pleurer, encore une fois. C'était un homme grand, une femme petite par terre, et un garçon caché derrière une porte. Elle a serré le dessin de son fils, et a compris qu'il avait tout vu, toutes ces années, tous ces moments. Il avait tout vu, et gardé le silence. Chloé est allée voir Léo, s'est assise à côté de lui, l'a serré dans ses bras. « Tu veux me parler de ce dessin ? Mon amour ?» Léo l'a regardé. Le dessin, ses mains. « C'est papa, ça-t-il dit. Quand il te faisait mal, je voyais depuis la porte. Je voulais aider, mais j'avais peur. » Chloé a senti son cœur se briser à nouveau, se briser d'une manière différente. « Tu n'as jamais eu besoin de m'aider, a-t-elle dit. Tu étais un enfant, et les enfants n'ont pas à protéger leurs parents. Mais maintenant, plus besoin d'avoir peur, va dit Léo, parce que l'oncle Sébastien nous protège. » Chloé a regardé son fils, le dessin, la fenêtre, où elle pouvait voir l'immeuble de Sébastien de l'autre côté de la rue. « Oncle Sébastien, a-t-elle répété. Léo a acquiescé. Il est gentil. Il m'a donné un ours en peluche quand j'avais peur. Il a dit qu'il allait prendre soin de nous. Et l'oncle Sébastien ne ment jamais. » Chloé ne savait pas quoi dire, ne savait pas quoi penser, ne savait pas quoi ressentir, mais elle savait une chose. Elle n'était plus seule. Léo n'était plus seul. Et peut-être, juste peut-être, c'était d'accord de faire confiance à nouveau. 6 mois plus tard, Chloé s'est réveillée dans un appartement qui ressemblait à un foyer, a préparé du café dans une cuisine qui était la sienne, a réveillé Léo dans une chambre pleine de jouets,
de dessin et de joie. La porte a sonné. C'était Sébastien, avec des croissants, du jus, avec un sourire qu'elle avait appris à aimer, parce que oui, à un moment donné, au cours des 6 derniers mois, Chloé était tombée amoureuse, pas du pouvoir de Sébastien, pas de l'argent, pas de la sécurité qu'il offrait, de lui, de l'homme qui portait la culpabilité de ne pas avoir sauvé sa sœur, de l'homme qui se réveillait à 3 heures du matin quand elle appelait, effrayé, de l'homme qui jouait au Lego avec Léo, sur le sol du salon, de l'homme qui la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Bonjour », a-t-il dit. « Bonjour », a-t-elle répondu, et l'a embrassé, parce que maintenant, elle pouvait, parce que maintenant, c'était réel, parce que maintenant, ils étaient ça. Quoi que ça soit. Léo est apparu en courant. « Oncle Sébastien !»« Hé, champion !» Sébastien l'a pris dans ses bras, l'a fait tourner, a fait rire Léo de ce rire, que Chloé pensait qu'elle n'entendrait plus jamais. Le téléphone de Chloé a sonné. C'était l'avocat. Sébastien avait été condamné. 12 ans, sans possibilité de caution, sans possibilité de réduction. Elle a raccroché, a regardé Sébastien. Léo, la vie qu'elle avait construite, à partir des cendres, et a souri. « C'est fini », a-t-elle dit. « C'est vraiment fini. » Sébastien a posé Léo par terre, s'est approché de Chloé, a tenu son visage entre ses mains. « Plus jamais », a-t-il dit. « Tu n'as plus jamais besoin d'avoir peur. Je te le promets. » Et elle l'a cru, parce que Sébastien Draven ne mentait jamais. Cette nuit-là, après que Léo se soit endormi, Chloé et Sébastien se sont assis sur le canapé, ensemble, en silence, regardant la ville au loin. « Tu as sauvé ma vie », a dit Chloé. « Non », a dit Sébastien. « Tu as sauvé ta propre vie. J'étais juste là pour aider. » Chloé l'a regardé. « Pourquoi moi ?» a-t-elle demandé. « De toutes les personnes au monde, pourquoi as-tu choisi de m'aider ?» Sébastien est resté silencieux pendant un moment, regardant ses mains, regardant la nuit. « Parce que quand je t'ai vu être traîné par les cheveux, a-t-il dit, j'ai vu ma sœur, j'ai vu toutes les femmes qui souffrent en silence, j'ai vu toutes les personnes qui regardent et ne font rien, et j'ai promis que je ne serai plus jamais une de ces personnes. » Il a regardé Chloé. « Mais après, a-t-il dit, après t'avoir rencontré, après avoir vu ta force, ton courage, ta détermination à protéger ton fils à tout prix, je n'aidais plus à cause de ma sœur. J'aidais parce que tu le méritais et parce que tu étais la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Parce que je ne pouvais pas imaginer un monde sans toi. » Chloé a senti les larmes revenir, de bonnes larmes, cette fois, des larmes d'un genre qu'elle ne connaissait pas. « Je t'aime », a dit Sébastien. « Pas parce que tu avais besoin de moi, mais parce que tu m'as montré que je pouvais encore être quelqu'un de bien, que je pouvais encore faire la différence, que la culpabilité que je porte n'a pas besoin de me définir. » Chloé a posé sa main sur son visage. « Je t'aime aussi », a-t-elle dit, « et je vais passer le reste de ma vie à te le montrer. » Ils se sont embrassés, doucement, calmement, avec la certitude qu'ils avaient tout le temps du monde. Sur le réfrigérateur, fixé par un aimant, il y avait un nouveau dessin de Léo. 3 personnes, se tenant la main, souriant. Une famille. Sébastien allait passer les 12 prochaines années dans une cellule, à penser à ce qu'il avait perdu, à ce qu'il avait détruit, à ce qu'il n'aurait plus jamais. Et Chloé allait passer les 12 prochaines années, et toutes les années après cela, à vivre, vraiment vivre, avec Sébastien, avec Léo, avec une famille qu'elle avait choisie, parce qu'au final, c'était ça qui importait, pas la peur, pas la douleur, pas les cicatrices, l'amour. L'amour qu'elle avait trouvé dans les endroits les plus improbables. L'amour qui était venu d'un étranger dans un café. L'amour qui l'avait sauvée, quand elle pensait qu'il n'y avait plus de salut. Si vous regardez ça, et que vous traversez quelque chose de similaire, je veux que vous sachiez une chose. Il y a de l'aide. Il y a des gens qui se soucient de vous. Il y a un avenir au-delà de la peur. Vous n'êtes pas seul, et vous méritez d'être libre. Chloé pensait qu'elle était piégée pour toujours, que personne n'aiderait,
que le monde avait abandonnée. Mais alors, un étranger en costume sombre l'a regardée au moment le plus sombre de sa vie. Et tout a changé. Cette histoire n'est pas seulement l'histoire d'un homme puissant sauvant une femme sans défense, c'est une histoire de courage, de résilience et de ne jamais abandonner, même quand tout semble perdu. Chloé a survécu parce qu'elle n'a jamais cessé de se battre, parce qu'elle a placé son fils au-dessus de tout, parce qu'elle a eu le courage de demander de l'aide quand elle en avait besoin. Et Sébastien a trouvé la rédemption, a trouvé un but, a trouvé l'amour, 2 étrangers, 2 douleurs, une rencontre et toute une vie devant eux. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime, c'est important. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce récit, s'il vous plaît, partagez-le. Et si vous souhaitez découvrir d'autres témoignages comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. C'est un soutien précieux. Vous pouvez même encourager la chaîne financièrement si vous le souhaitez, car chacun mérite de savoir qu'il y a de l'espoir. Toujours. Chacun mérite de savoir qu'une porte de sortie existe, qu'elle est là, quelque part. Chacun mérite de savoir qu'il n'est jamais trop tard pour renaître de ses cendres, pour recommencer sa vie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Vraiment. Et souvenez-vous, surtout, vous n'avez plus à avoir peur. Plus jamais.